Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Info en ETP de la plateforme Etna. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter du rôle du pharmacien en ETP et plus particulièrement en ETP de proximité. Nous allons donc vous faire plusieurs présentations dans le cadre de ce webinaire avec les intervenants qui se présenteront chacun au moment de prendre la parole. Vous retrouverez à l'occasion donc de ce webinaire un mini-site qui sera dédié où vous retrouverez les différents supports de présentation, le replay et plusieurs ressources utiles au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc pour ma part, je coordonne la plateforme Etna qui accompagne le développement de l'ETP en Nouvelle-Aquitaine. Nous proposons régulièrement des webinaires sur des sujets de santé. Et vous avez l'occasion de pouvoir visiter notre site internet et retrouver tous les webinaires sur les différents sujets. Nous allons donc pouvoir débuter ce temps d'échange avec la présence de Philippe Marcoux, donc référent ETP de l'ARS, à qui je passe directement la parole pour quelques minutes sur la présentation un petit peu des enjeux de ce rôle du pharmacien en ETP. C'est à toi, Philippe. Oui, donc je voulais vous toucher deux mots de l'importance du pharmacien. Donc il se trouve que je suis en pleine période de statistiques, donc tous les ans on améliore un petit peu plus notre base de données et je regardais, on a à peu près 15 à 20% maximum des programmes qui comportent du temps de pharmacien, alors que la plupart des programmes comportent des séances sur les thérapeutiques et sur les matériels qui peuvent être délivrés en pharmacie. Et donc j'en discutais aussi avec mes collègues d'autres ARS qui aussi trouvent qu'il y a un déficit de cette compétence dans les programmes, même si on peut parler des traitements sans être pharmacien. Mais quand on voit la place que prennent d'autres professions médicales ou paramédicales, dans l'ETP, on voit bien que c'est une profession qui n'est pas complètement représentée dans l'éducation thérapeutique ou assez peu. Et donc, ne serait-ce que pour améliorer la qualité et la compétence dans les programmes, je pense que c'est extrêmement important d'aller vers vous et de voir comment ça peut se faire. Par ailleurs, on a de plus en plus de programmes, ou en tout cas d'initiatives dans d'autres ARS, même si elles sont pas toutes pour l'instant très abouties, mais là aussi j'ai fait un peu le tour des autres ARS. Nous, on a un petit projet aussi dans le tuyau à ce niveau-là. Ce serait peut-être de sortir du programme d'éducation thérapeutique qui est quand même compliqué à mettre en place, même si c'est le seul qui est financé pour l'instant. Donc ça explique aussi pourquoi on est allé vers les programmes. Mais les séances éducatives ciblées pourraient être aussi intéressantes. Et on a un petit projet de voir si on pourrait mettre ça sur un territoire un peu défavorisé où finalement seuls les pharmaciens, entre guillemets, occupent ce territoire-là et donc voir comment on pourrait essayer de faire de l'éducation thérapeutique du patient en officine sous la forme de séances éducatives ciblées sur telle ou telle problématique à définir avec les pharmaciens de ce territoire-là. Voilà. On a des initiatives comme ça qui ont été faites, des expérimentations qui ont été faites ailleurs. Je vais voir là pendant les années qui viennent s'il y a possibilité de faire cette expérimentation. J'en ai d'ailleurs parlé à mon nouveau responsable, mon nouveau directeur de la prévention, qui se trouve être pharmacien et qui du coup a trouvé ça très intéressant. Voilà. Donc il faudra qu'on en rediscute avec eux. Et voilà ce que je peux vous dire. Après, j'avais prévu de vous donner 2-3 chiffres sur l'activité. Donc, bon, cette année, on a un peu baissé l'activité enregistrée puisqu'on était à 54 000 l'an dernier. Là, on est à 52 000. Mais on a aussi plus d'aidants. Donc, finalement, on est à 62-63 000 interventions entre les aidants et les patients, assez sensiblement finalement à ce qu'on a fait l'an dernier. Donc, il y a une progression globale. Et on sent quand même
que toutes ces dernières années d'organisation de l'ETP, de structuration de l'ETP avec Aetna, avec ce type de webinaire, avec les collaborations avec les UTEP, je vois Catherine et Claire que je salue. Il y a quand même des dynamiques qui se fondent et malheureusement ces dynamiques elles arrivent à un moment où financièrement on est plutôt dans une décroissance des moyens qu'on peut avoir plutôt que dans une augmentation de la croissance. Donc on peut dire quelque part que ça arrive pas tout à fait au bon moment. Mais d'un autre côté, je préfère rester optimiste et me dire que tout le travail qu'on a fait, toute cette sensibilisation, toute cette culture de l'éducation thérapeutique qu'on a pu amener aux soignants, y compris d'ailleurs ça se voit au niveau du nombre de formations qui se sont développées. Voilà, c'est toute cette dynamique. Je pense elle est pas à jeter, même si l'activité financée, elle, sera un petit peu plus difficile d'y accéder cette année, probablement l'an prochain aussi par rapport au budget qu'on nous annonce. Mais bon, on verra bien. Un problème à la fois. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et puis, merci beaucoup de votre présence et de votre participation et de tous ceux qui ont participé aussi à créer ce moment. Merci Alexia, je te redonne la parole. Merci Philippe. Donc petite précision pour les spectateurs de ce webinaire, vous ne pouvez pas prendre directement la parole. Vous pourrez lever la main, on ouvrira votre micro et on privilégie les questions dans le chat. Donc c'est-à-dire la fonctionnalité qui s'appelle Q&R, ce qui veut dire questions et réponses. On transmettra vos questions à la fin de chacune des présentations qui seront faites. Je donne donc la parole à Claire Demiot pour qu'elle puisse nous indiquer les contextes du rôle du pharmacien en ETP. Merci Alexia. Je vais essayer de faire un petit état des lieux de l'éducation thérapeutique du patient et les pharmaciens d'officine avec un état des lieux et des perspectives. Donc déjà, qu'est-ce que l'ETP? Donc selon l'OMS, en 1996, l'ETP a pour but de former le patient, mais pas que, sa famille également, pour leur permettre d'acquérir des compétences, alors des compétences de savoir, savoir-faire et savoir-être mis en œuvre dans une situation, pour mieux gérer la maladie au quotidien et surtout éviter les complications et en particulier les hospitalisations et aussi de mieux collaborer avec les soignants, c'est-à-dire améliorer ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, avec un objectif final d'aider les patients à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et le contrôle optimal de sa maladie. Alors, en tant que pharmacien d'officine, on a l'habitude d'informer, de conseiller au comptoir. Mais qu'est-ce que exactement l'information et le conseil? L'information, c'est centré sur le contenu. Ça permet d'éclairer la personne sur son état de santé, sur les traitements qu'on est en train de lui délivrer. Le conseil, c'est centré sur celui qui le donne en tant qu'expert pharmacien. Selon les dernières recommandations, par exemple HAS, il faut participer à une activité physique, pratiquer une activité physique adaptée, surtout par exemple quand on a un cancer. Alors que finalement, l'éducation, elle est centrée sur le patient. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur une évaluation individuelle des besoins éducatifs du patient, on s'adapte au patient, et de même pour les techniques pédagogiques, elle s'adaptera au patient. On ne fera pas la même pédagogie pour un enfant qu'une personne âgée. Donc, informer et conseiller, c'est indispensable et il faut le faire au comptoir, mais ça ne suffit pas pour faire changer les comportements des patients en matière de santé. Pour changer les comportements, il faut éduquer. Et ça, c'est l'ETP. Dans le but donc d'accompagner le patient dans ses apprentissages à partir de ses connaissances, ses croyances sur sa santé et surtout à terme d'aider le patient à agir sur lui-même. Alors, il y a deux types de compétences. On peut aider le patient et son entourage à construire des compétences d'auto-soin, c'est-à-dire que le patient met en place des stratégies d'adaptation pour mieux agir, réagir au quotidien et surtout, le but, limiter les risques d'accidents aigus. Et c'est ce qu'on appelle, on met le patient en sécurité, on lui apporte toutes les compétences de sécurité, et c'est important avec les traitements, à éviter les effets secondaires qui peuvent amener à des hospitalisations. Et puis, dans un deuxième temps, aussi aider le patient et son entourage à construire des compétences d'adaptation. C'est-à-dire qu'on va l'impliquer dans le choix de ses traitements, dans ses priorités, et qu'il devient acteur de sa propre prise en charge. Donc, il y a une définition que j'aime beaucoup, c'est celle du professeur Catherine Tourette-Turgis, qui est psychopédagogue à la Paris-Sorbonne. Et l'ETP, sa définition, c'est un processus de renforcement des capacités du malade afin qu'il devienne l'acteur de son changement tout au long de son parcours de soins.
Alors, pourquoi le TP est importante? Eh bien, il faut savoir, une étude a déjà démontré que 50% des patients ne savent pas nommer leur traitement. 75% ne connaissent pas les précautions ni les effets secondaires. Donc, il est important d'éduquer là-dessus. Et il y a une étude qui a démontré que des patients diabétiques, à peu près, on avait 20% d'hospitalisation avant une éducation sur 4 ans. 4 ans après cette éducation, on n'a plus que 5% de patients de diabétiques qui sont hospitalisés. Et on a la même chose aussi pour les jours d'hospitalisation. Donc, on a une baisse de moins 80% d'hospitalisation au jour d'hospitalisation après 4 ans d'éducation chez des diabétiques. Alors, c'est quoi le TP? C'est un programme éducatif qui est défini en 4 étapes. Tout d'abord, le diagnostic éducatif, c'est un entretien individuel, le soignant avec le patient à peu près de 45 minutes, afin de définir avec le patient un programme de TP avec des priorités d'apprentissage. Le patient choisit des ateliers individuels ou collectifs, et ensuite, on va évaluer les compétences acquises de ce patient et éventuellement lui reproposer d'autres ateliers. Donc, les programmes de TP, ils sont pluridisciplinaires, suivant les thématiques, constitués de plusieurs ateliers, et ils doivent s'adapter à chaque patient selon leurs objectifs pédagogiques. Les méthodes aussi et outils doivent être adaptés. Donc, le TP, il est intégré au parcours de soins des patients malades chroniques depuis 2007. C'est depuis l'HAS. C'est un processus donc continu dans le but d'aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences. Alors, le TP, est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire grâce à des formations et on peut acquérir ces compétences pour pratiquer le TP avec cette formation de 40 heures. Alors, les compétences biomédicales, bien sûr, il faut les actualiser dans sa discipline propre, et ça, c'est la formation continue du professionnel, c'est hors 40 heures. Mais les compétences des 40 heures, elles sont les suivantes. Il y a les compétences qui sont dites relationnelles, c'est-à-dire on va acquérir ce qu'on appelle la posture éducative, c'est-à-dire être capable de maîtriser une écoute active, une empathie, soutenir la motivation et pouvoir synthétiser avec le patient ses besoins. Des compétences pédagogiques et d'animation, c'est-à-dire à partir des connaissances, des croyances, des représentations que le patient a de sa maladie, partir de ceci et les amener à acquérir des compétences personnalisées de savoir-faire, savoir décider, savoir évaluer. Et puis aussi des compétences de méthodologie organisationnelle et d'évaluation. Alors, il y a des financements qui sont possibles via la formation continue. Et si vous rentrez dans des projets de santé, par exemple dans des maisons de santé pluridisciplinaires, vous pouvez être accompagné dans la formation. Alors, le TP en ville, qui oriente les patients vers les programmes de TP? Eh bien, les professionnels de santé, le pharmacien peut tout à fait orienter au comptoir un patient s'il a détecté un besoin éducatif, les médecins aussi traitants ou autres, et les patients entre eux. Les patients peuvent tout à fait recommander un programme, voilà, s'ils ont été satisfaits. Les professionnels médicaux, paramédicaux des maisons de santé pluridisciplinaires qui peuvent porter des projets de santé publique et donc de l'ETP. Les professionnels des dispositifs d'appui à la coordination, les DAC, qui orientent les professionnels et les usagers vers l'ETP, les associations de professionnels de santé d'usagers, et puis toute structure en lien avec les patients malades chroniques qui aident à la personne, qui peut les orienter également, et puis les professionnels de santé et acteurs médico-sociaux d'une communauté professionnelle territoire de santé, c'est les CPTS, où la CPTS peut porter des programmes, elle ne sera pas effectrice de programmes, mais néanmoins, elle peut porter des programmes. Le TP en ville, quelles sont les structures qui portent et réalisent les programmes de TP? Alors, vous avez toutes les équipes médicales, paramédicales d'un établissement de santé. Alors, ça peut être un centre hospitalier, un CHU, ou alors mixte. Il y a des programmes qui peuvent être réalisés à l'hôpital, mais aussi en ville. Et le docteur Manon Giroir vous présentera un programme mixte de Monts et Barrages situé en Haute-Vienne. Les structures qui peuvent porter également et réaliser les programmes sont les maisons de santé pluridisciplinaires. Le docteur Corentin Pelven vous parlera du programme Parkinson de la maison de santé pluridisciplinaire de Charente. Et enfin, il y a des associations professionnelles et de santé ou d'usagers qui peuvent aussi porter et réaliser des programmes. Et le docteur Bugeaud vous parlera du programme de l'association Étape Diablim. Et bien sûr, après, il y a toute autre structure d'un territoire autorisée par l'ARS qui peut aussi porter et réaliser un programme.
Alors, quelles sont maintenant les structures qui soutiennent et accompagnent les équipes et des établissements qui réalisent les programmes? Alors, vous avez les UTEP. Les UTEP, là, par exemple, vous en avez souvent dans des centres hospitaliers ou dans des CHU qui vont avoir 5 missions, c'est-à-dire former et analyser, par exemple, certaines des professionnels de santé qui le souhaitent aux 40 heures, coordonner le développement d'ETP, surtout si elles sont UTEP avec 2T, elles s'occupent d'un territoire et elles peuvent s'occuper d'un département, d'une région, pour développer l'ETP en ville. Et donc, vous pouvez vous retourner vers elles pour, si vous avez un projet de développement de l'ETP dans votre région. Appuyer et accompagner les projets et les programmes d'ETP. Communiquer et valoriser l'ETP et aussi faire de la recherche en ETP dans le cas où on est plutôt CHU. Et ça, c'est toujours en lien avec l'ARS du territoire et la plateforme régionale ETP, puisqu'il existe aussi des pôles régionaux d'ETP qui réunissent tous les acteurs intéressés par l'ETP, comme la plateforme Etna qui est en train qui a organisé ce webinaire. Et ces pôles régionaux assurent la mise en réseau de tous les opérateurs de l'ETP. Ils proposent des ressources aussi utiles à la mise en œuvre de l'ETP et facilitent aussi l'implication des usagers partenaires dans les programmes d'ETP, puisque vous pouvez avoir des patients partenaires qui maintenant peuvent participer au programme d'ETP. Et bien sûr, tout autre organisme privé ou public de formation. Alors, les niveaux d'engagement du pharmacien d'officine en ETP, on pourrait les classer en 3 niveaux. Le premier niveau, le plus simple, au comptoir, est tout à fait possible d'orienter les patients vers des programmes d'ETP si on a identifié un besoin éducatif en particulier sur ce patient qui n'est pas du tout observant. On peut tout à fait lui proposer des programmes, alors en se procurant des brochures de ces programmes de son territoire via les ARS, via les UTEP, via les plateformes régionales ETP comme celle de la Nouvelle-Aquitaine. On a une cartographie de tous les programmes sur la Nouvelle-Aquitaine en allant sur la plateforme Etna. Voilà la première chose. On peut en deuxième niveau participer à l'animation, c'est-à-dire que si on a nos 40 heures et nos compétences en ETP, eh bien on peut tout à fait animer des séances éducatives, alors peut-être plus sur maladie-traitement d'un programme ETP. Et puis enfin, si on veut vraiment, vraiment s'engager un peu plus, on peut tout à fait construire et coordonner un programme d'ETP, par exemple dans une maison de santé pluridisciplinaire. Merci pour votre attention. Corentin, si vous voulez bien Bonjour, oui. présenter votre partie. Merci. Alors Oui. bonjour à tous, je m'appelle Corentin Penven, alors je suis pharmacien d'officine en Charente depuis 2 ans, je suis installé et je fais un petit peu de TP dans un programme pour le Parkinson qui est porté par la maison de santé d'Onac et précédemment par une autre maison de santé qui était juste à côté de la pharmacie. Tac. Les objectifs du programme étaient assez simples en soi, comme déjà Claire l'a dit, c'est un peu généraliste, mais le but était quand même d'améliorer la compréhension du patient de sa pathologie, comme pour faire de l'éducation thérapeutique, pour vraiment qu'il appréhende mieux sa pathologie et toutes les conséquences que ça peut apporter. Le but était aussi dans comment dire, cette pathologie où il y a beaucoup de traitements médicamenteux, c'est pour ça que le pharmacien avait pleinement son rôle pour améliorer justement la compréhension des traitements, de comment on peut changer les horaires de prise, de plein de choses. Il y en a énormément de choses à dire, à faire, sachant que les spécialistes en neurologie, ça court pas les rues. C'est comme les médecins traitants, c'est un peu compliqué à trouver. Donc c'était bien de leur donner quelques armes pour essayer justement de les aider au mieux. Et également sur des traitements non médicamenteux, que ce soit des kinés, des orthophonistes, pour jouer sur les troubles de déglutition et plein d'autres choses. Il y avait aussi des parties dans ce programme où le but était d'essayer de les aider à préparer leurs rendez-vous médicaux avec les spécialistes parce qu'en fait, c'est compliqué. On le voit une fois tous les ans, tous les 2 ans. Puis c'était assez simple d'oublier une ou 2 questions, quoi. Donc en fait, de faire comme une petite liste de courses, c'était des petites choses. Et après, il y avait un onglet avec un assistant social pour les aider sur les prises en charge qui existent, prises en charge administratives pour les aider dans les papiers, plein de choses qui sont assez compliquées dans le système français, mais qui a le mérite d'exister. C'était un programme qui était porté par la maison de santé de Saint-Angeau où je suis basé, qui a été repris par la maison de santé d'Onac suite au départ en retraite
de la coordinatrice, et donc pouvoir faire une suite logique. Le rôle défini du pharmacien, pour moi, dans ce que je faisais, pour vous donner vraiment mon expérience, il était identique à tous les autres intervenants. Donc, je pouvais faire les médicaments, la pathologie, j'aurais pu faire, entre guillemets, les troubles de déglutition. En fait, le but, c'était vraiment que tout le monde puisse faire l'entretien pour essayer d'arriver à comment dire, le rendre le plus simple et le plus accessible possible sans le spécialiser trop. Le médecin explique la pathologie, le pharmacien explique le traitement, parce que des fois, quelqu'un d'extérieur arrivait à l'expliquer plus simplement qu'un professionnel. Je participais aux différentes réunions de mise en place des sessions. Habituellement, on en faisait 1 à 2 par an. Et ces ateliers de session étaient en gros une dizaine d'ateliers qui avaient un déroulé qui était le suivant. C'est-à-dire, on prenait le premier, explication de la pathologie, le deuxième, les traitements médicamenteux, ensuite la kiné, l'ostéo, etc. Et ça se déroulait sur une dizaine avec pour le dernier, l'assistant social. Et mon dernier rôle que je faisais, c'était vraiment, comme disait Claire, ce qu'on peut faire déjà à tout niveau, c'est orienter les patients qu'on voit un petit peu en difficulté vers les programmes ressources ou vers les personnes qui peuvent les orienter pour qu'ils soient intégrés par ce programme. Après, sinon, le rôle d'un pharmacien dans un programme de TP, ça va être classiquement comme ce qui est noté, hein, de construire des conducteurs de séance, utiliser des méthodes pédagogiques, etc. Et on peut aussi faire les diagnostics éducatifs, ce que je ne faisais pas pour le coup, parce que c'est assez chronophage, évaluer les différentes dimensions de l'ETP, assurer le suivi et faire connaître l'offre d'ETP du territoire. Ça, je pouvais le faire parce qu'après, il suffit juste de savoir où sont les choses pour pouvoir orienter les personnes. Sur mon retour, purement mon ressenti, moi, comment j'ai intégré ce programme? J'ai racheté une pharmacie en juin 23 et la personne à qui j'ai acheté avait monté le programme avant le Covid avec les médecins de la maison de santé d'à côté. Et donc, en fait, en rachetant la pharmacie, cette pharmacienne a arrêté son activité et voulait arrêter cela aussi. Donc, j'ai repris ça avec plaisir parce que j'avais les formations des 40 heures dans ma formation initiale suite à la réforme. Donc j'ai pu le reprendre. Dans l'idée, ce qui m'a beaucoup plu et pourquoi je l'ai intégré, c'est que ça aussi, ça faisait une diversification de ma pratique quotidienne. Ça nous fait sortir de derrière le comptoir. C'est assez agréable de se retrouver en fait avec des patients et de faire de la pharmacie ou de l'éducation thérapeutique. Vraiment faire quelque chose de clinique ou comme à la fac où il n'y a pas, ça change complètement de la pharmacie. Et c'est vraiment ça qui est plaisant sur le fait de diversifier. Et il y a une vraie valorisation des connaissances qu'on peut avoir, alors en particulier sur l'atelier que je menais, sur comment dire, les connaissances pharmaceutiques qu'on peut avoir. Et les patients sont toujours hyper comment dire, surpris et agréablement surpris par tout ce qu'on peut leur dire, leur amener. Et même des fois, ils se posent la question, mais pourquoi vous faites pas ça au comptoir? Des fois, on n'a pas le temps, parce que vous venez, entre guillemets, à 17h30, j'ai 5 personnes derrière, on est un petit peu dans le jus, et vous n'avez pas trop le temps non plus. Ça permet de se poser, c'est vraiment des temps d'échange qui sont hyper appréciables, hyper valorisants pour le patient et pour le professionnel de santé. Les freins à l'application de l'ETP du moins de l'ETP pour les pharmaciens, comme il a été dit par Isabelle et par Philippe, il n'y a pas de rémunération. On est les seuls à ne pas être rémunérés, sauf pour les indemnités kilométriques. Les pharmaciens la travaillent un petit peu pour la gloire, comme souvent, donc c'est pas forcément plaisant sur le coup, parce que quand il y a eu la reprise de programme, elles m'ont dit, mais comment tu faisais pour être payé? Je disais, moi, je n'étais pas payé. Ça les a un peu surprises parce que j'étais le seul, en fait, sur une dizaine ou une quinzaine, donc c'est un petit peu étrange. C'est parce qu'on est assujetti à la TVA. Après, ce qui est aussi un autre très gros frein, c'est le temps et l'investissement nécessaire. C'est assez chronophage, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de temps, c'est des fois, voilà, c'est plusieurs journées dans l'année. Et vu que c'est pas rémunéré, il y a un bout d'un moment, c'est compliqué, c'est un gros frein, mine de rien. Après, j'y ai quand même retiré des bénéfices, comment dire, immatériels ou vraiment qui sont, pour moi, qui ont vraiment changé ma pratique. Ça a amélioré ma relation patient-pharmacien dans les deux sens. Moi, j'ai découvert les patients sous un nouvel angle et eux, ils m'ont trouvé en fait vraiment professionnel de santé. Et ça les a surpris. Ils ont dit, vous êtes entre guillemets pas derrière votre comptoir, à essayer de me vendre une boîte
de paracétamol et autres. Bah non, en fait, mon métier, c'est de vous expliquer les traitements et autres. Ils étaient surpris, en fait, de toutes les connaissances qu'on doit avoir et ça change complètement leur regard et c'est extrêmement gratifiant et même pour le voilà, vraiment dans les 2 sens. Le deuxième aspect où moi j'ai vraiment trouvé un très, très gros plus, c'est que le faire cet ETP, ça nous prémâche et ça nous aide énormément sur la réalisation des nouvelles missions du pharmacien, les entretiens pharmaceutiques. C'est-à-dire que, en fait, ça vous remet dans un rôle et comment dire, de juste quelques patients, un pharmacien. Les entretiens, ce n'est qu'un patient, un pharmacien, mais ça vous permet de vous habituer à sortir du comptoir et à vraiment vous être à l'aise à lancer cela. Et les patients parkinsoniens, moi je suis à la campagne, en maladie professionnelle, au niveau des agriculteurs, il y en a énormément. Et ça m'a permis de vraiment les aider le mieux possible pour essayer, ceux qui n'ont pas réussi à être dans les ateliers, ceux qui avaient loupé le début, etc. Et le dernier point que je trouve qui est vraiment, comment dire, inestimable, c'est que ça crée du lien avec les autres professionnels de santé et ça leur montre qu'on n'est pas que des vendeurs de boîtes, contrairement je suis peut-être un peu pessimiste dans ce que je dis, mais comme on me l'a dit souvent, et ça leur dit, bah oui, mais on est aussi des professionnels de santé, on veut aussi le bien de nos patients, on n'est pas des épiciers de luxe ou des choses, ce que je vous dis, c'est juste du ressenti, mais ça crée du lien. Et quand on appelle après, mettons, le médecin, le kiné, l'infirmière, on peut s'appeler par nos noms et prénoms. Et franchement, c'est tout de suite plus sympathique. En conclusion, ça reste une activité qui est très minoritaire, très parcellaire dans la pharmacien, d'autant plus que c'est pas rémunéré. Mais ça reste quelque chose à développer dans l'avenir si, mettons, il y a des changements de réglementation ou autre. Et dernier petit point, c'est qu'en fait, je vous disais qu'il y avait eu un transfert entre la maison de santé de Saint-Angeau et pour celle d'Onac. Et la semaine dernière, les personnes qui devaient reprendre le programme, les deux coordinatrices, ont jeté l'éponge. Trop chronophage, trop compliqué en termes de temps vis-à-vis de la rémunération, alors qu'elles le sont rémunérées. Et le programme est un peu en stand-by en attendant de retrouver de nouveaux coordinateurs. C'était deux kinés qui s'y étaient mis et en fait, ça leur prenait trop de temps vis-à-vis de leur activité libérale et ça mettait un peu en péril leur équilibre économique du long cours. Et c'est pour ça qu'elles ont jeté l'éponge. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, c'est une activité qui est extrêmement intéressante, mais il n'y a même pas une rémunération pour ceux qui sont rémunérés qui est des fois assez, comment dire, à la hauteur du temps investi qui peut être très gros. Après, voilà, c'est un ressenti, on peut être d'accord ou pas, mais c'était ce qui en ressortait pour ces personnes-là. Voilà pour comment dire, mon retour en tant que professionnel libéral en officine de ce que j'ai pu faire en ETP. Si jamais le programme repart, moi je serai évidemment à fond pour refaire les entretiens que je faisais parce que c'est extrêmement plaisant, même si ça me prend 2, 3 jours dans l'année, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Mais voilà. Est-ce que ça sera repris ou pas? C'est à voir, parce que vu que la CPTS ne peut pas le porter, il faut retrouver une autre maison de santé qui veuille bien et quelques personnes qui peuvent refaire tout ça. Mais c'est du temps et tout le monde ne veut pas forcément. Voilà. Merci Corentin pour cette expérience concrète de terrain où on a pu voir évidemment tout l'intérêt que vous retrouvez à collaborer dans ce programme, dans votre mission de pharmacien, et puis les difficultés réelles du terrain, comme ce programme qui reste en stand-by en attendant une reprise de coordination. Je vous propose du coup de continuer les présentations en donnant la parole à Manon Giroir. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter voilà, mon implication dans le programme d'éducation thérapeutique du patient qui est dédié donc aux patients diabétiques de type 2. C'est un programme qui est porté par le CHIMB, donc Centre hospitalier intercommunal Monzé-Barrage, dans le 87. Voilà. Donc, en fait, ce programme, il existe depuis 2012 au niveau du CHIMB. Il était uniquement donc sur le site de Saint-Léonard-de-Noblat depuis ce moment-là. Et depuis 2024, donc l'année dernière, on a fait une deuxième session délocalisée à Châteauneuf-la-Forêt, ce qui permet du coup un meilleur maillage en fait de notre territoire Monzé-Barrage
et ce qui limite les problèmes liés au transport pour les patients parce qu'on est sur des routes de campagne et selon la période de l'année à laquelle on fait le programme, l'accès n'est pas forcément facile pour eux. Donc là, en fait, l'EHPAD qui est sous la gestion du CHIMB nous met à disposition une salle pour accueillir donc cette deuxième session et optimiser la couverture du territoire. Donc moi, j'ai commencé à participer quand j'ai fait ma thèse en 2016, voilà, sur l'éducation thérapeutique. Et au moment où je me suis rapprochée de l'équipe ETP du CHIMB, il y avait une difficulté assez importante qui était liée au recrutement des patients, puisque l'hôpital, en fait, a du coup surtout des parties EHPAD euh, et puis des parties voilà, d'hospitalisation. Mais du coup, vu que c'est un programme ambulatoire, on ne peut pas recruter des patients qui sont là en hospitalisation. Donc au départ, le programme, l'équipe avait tenté du coup de parler de leur programme aux médecins généralistes du secteur, mais il y avait peu d'orientation de patients sur le programme. Donc en 2016, on a organisé une soirée à thème pour faire la promotion finalement auprès des professionnels de santé du territoire qui étaient intéressés. Et on a surtout créé en fait un partenariat avec les pharmacies du secteur pour permettre l'orientation des patients via les pharmacies d'officine. Et on a donc signé des conventions avec les pharmacies locales. Donc à l'époque, les deux pharmacies de Saint-Léonard-de-Noblat et la pharmacie de Bugaleuf ont signé cette convention pour qu'on leur mette donc à disposition un petit questionnaire de repérage, mais qui n'implique pas d'avoir fait les 40 heures de formation, en fait, hein, qui est juste un petit questionnaire à remplir quand le professionnel de santé a identifié un patient qui a des besoins sur le secteur. Et donc, ce questionnaire est ensuite renvoyé à l'équipe ETP pour passer à la suite finalement du processus avec diagnostic éducatif, puis intégration dans le programme pour suivre les ateliers. Voilà. Donc là, c'est un cadre finalement qui est plus familier, plus accessible. Et on a réussi donc à recruter des patients par ce biais-là. Et donc, on proposait en fait aux pharmaciens, si le pharmacien était formé en ETP, de pratiquer l'évaluation à 6 mois du patient directement à l'officine quand il s'agissait de son patient précédemment recruté. Donc là, en fait, mon rôle dans le programme, alors moi j'ai commencé en tant que pharmacienne adjointe dans une des pharmacies d'officine de Saint-Léonard-de-Noblat. Et il se trouve que j'ai racheté en 2021 la pharmacie de Bugaleuf. Et donc, on va dire qu'à l'heure actuelle, voilà, ma pharmacie est conventionnée avec le CHIMB pour effectuer ce recrutement au comptoir, pour effectuer les évaluations à 6 mois de mes patients précédemment recrutés, puisque j'ai pu avoir la formation des 40 heures intégrée euh, dans mon cursus pharmacie. C'était la première année de la réforme. Et donc, ceci me permet en fait aussi de participer au diagnostic éducatif en binôme avec un autre professionnel du programme et d'animer les ateliers médicaments. Le fait de participer à ce programme, c'est vraiment déjà la création d'un réseau de proximité. Donc, ça permet vraiment voilà, au-delà des aspects pratiques, ça renforce les liens entre les différents acteurs de santé du territoire, hein, les officines, le centre hospitalier qui gravite autour du territoire sur lequel on exerce, et les professionnels libéraux qui peuvent du coup éventuellement intervenir aussi. Donc on est vraiment sur un programme qui se retrouve mixte avec voilà, l'hôpital qui porte le programme. Il est coordonné par une pharmacienne hospitalière et on a donc le médecin de l'hôpital qui intervient dans le programme, qui fait partie de l'équipe, mais on a des professionnels de santé libéraux autour qui viennent intervenir aussi
au sein de l'équipe. Ça permet donc une meilleure coordination et continuité des soins pour les patients, finalement, vu qu'on décloisonne complètement la ville et l'hôpital. Et il y a un partage d'informations et des échanges qui sont vraiment importants entre les professionnels. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Ça facilite voilà, la coordination autour des patients, les échanges de pratiques, ça renforce la cohérence des messages qu'on a en éducation thérapeutique. Donc sur ça, c'est vraiment, moi je trouve, un gain pour le pharmacien d'officine. En termes de rémunération, le sujet a été souvent évoqué. C'est vrai que c'est des rémunérations qui sont pas, enfin, qui font pas rêver, hein, passionnent pour s'investir là-dedans. Aujourd'hui, nous, en fait, on a réfléchi à avec la convention signée avec les officines, le CHIMB s'engage en fait à rémunérer, au démarrage, c'était le CHIMB qui s'engageait à rémunérer 10 euros par patient inclus et 10 euros par évaluation à 6 mois réalisée. Aujourd'hui, on a trouvé, voilà, les CPTS ne pouvant pas porter le programme, on a trouvé un accord avec eux malgré tout. Ce sont les CPTS qui financent ce financement initial qui était porté par le CHIMB pour les professionnels, pour les pharmacies d'officine locales. Et on a une réflexion qui est en cours, éventuellement avec la CPTS également, pour dédommager les libéraux impliqués qui, eux, ne sont pas rémunérés comme le pharmacien, par exemple, d'officine. Donc ça a été discuté au cours de l'AG là, du 12 juin. Et voilà, il va falloir attendre un retour de la CPTS pour voir comment sera réparti le budget pour cette année et voir si ce dédommagement est possible ou non. Donc, en fait, en conclusion, c'est un programme qui est vraiment efficace, accessible et coordonné. En plus de ça, on a vraiment une autre plus-value à notre programme, c'est qu'on a une patiente ressource d'une association locale, la Marguerite Nouvelle-Aquitaine, qui intervient aussi. Et donc, c'est quand même très agréable d'avoir un programme aussi riche, hein, finalement, voilà, qui fait cohabiter les patients avec autour des professionnels hospitaliers, libéraux, des patients ressources. Donc c'est vraiment très riche pour tout le monde en fait, pour les patients et pour les professionnels impliqués. Tout le monde est fortement impliqué malgré les contraintes qu'on connaît tous. Et donc c'est vraiment un réseau qui est à pérenniser de mon point de vue. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci Manon. Et vous avez terminé effectivement sur l'intérêt de la collaboration avec des usagers partenaires qui faisaient l'objet d'ailleurs d'une question posée. Je vous propose de passer directement au retour d'expérience de Jean-Luc Bugeaud pour le réseau Diablim, qui est donc, et tu vas nous le présenter, hein, une structure qui porte des programmes clés en main à implanter en MSP. Il existe d'autres structures, il y a d'ailleurs eu un message dans le chat à ce sujet concernant la passerelle et il existe d'autres structures en Nouvelle-Aquitaine et en France qui peuvent proposer aussi cette solution. Donc le modèle que tu vas nous décrire. C'est à toi, Jean-Luc. Merci Alexia, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de ce qu'on fait à Diablim et de ce qu'on fait avec les pharmaciens d'officine et ce qu'on espère pouvoir développer un petit peu plus avec justement les pharmaciens d'officine. Alors, ce programme, donc Diablim, qui est-on d'abord? On est une association loi de 1901 qui date de 2005, hein, donc qui a atteint sa majorité, on a 20 ans. Et nous avons un programme d'ETP qui est proposé aux patients atteints de maladies chroniques pluripathologiques métaboliques, donc diabète, obésité, cardiovasculaire. Ce programme, donc on est plusieurs professionnels de santé répartis là, et on fait de l'ETP comme tout le monde, hein. Je ne vais pas reprendre ce que nous a brillamment décrit Claire tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on propose dans le cadre donc, de notre association pour l'ETP et pour donc faire partager notre programme, notamment aux maisons de santé pluriprofessionnelles? Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose donc aux structures une aide à la conception du programme, donc avec nos conducteurs d'atelier qui seront bien sûr
être prises en compte, adaptées par les structures qui travaillent avec nous. Il y a un accompagnement par l'infirmière de l'association, notre médecin coordinateur et le coordonnateur administratif. On va mettre à disposition de la structure tous nos outils, les fiches de diagnostic éducatif, le suivi, l'évaluation des ateliers, les fiches de présence patient et les fiches bilan de fin de cycle, c'est-à-dire gérer toute la partie administrative et souvent chronophage d'un programme ETP. Tout ceci pourra être fait d'une façon complètement sécurisée avec notre logiciel d'exploitation et de suivi, le logiciel ETP Pilote. Les structures qui travaillent avec nous, donc on leur donne les codes d'accès au logiciel. Et donc tous les intervenants du programme ont accès à ce logiciel, peuvent voir les diagnostics éducatifs, peuvent rentrer leurs évaluations d'atelier, accès aux fiches de présence, et voir où ils en sont sur le programme, donc ceci étant complètement sécurisé. On assure le suivi administratif du programme, l'évaluation des programmes, la rémunération des intervenants, et après chaque fin de programme, il y a toujours une évaluation du programme avec toute l'équipe. Alors nous collaborons avec plusieurs maisons pluriprofessionnelles. Et donc là, l'expérience, c'est avec l'association Marche Pro Santé, qui est une MSP en Creuse, à Genouillat. Donc, comment ça s'est passé? Il y a d'abord eu plusieurs rencontres entre le bureau de la maison de Marche Pro Santé et l'association Étape Diably. C'est assez loin de Limoges. Nous, on est basé à Limoges. Genouillat, il y a 120 km. Mais on a quand même tenu à faire, parce qu'on veut rencontrer les gens, hein, c'est dans la vraie vie, quand on ne se parle pas toujours en visio. Donc, on a fait 3 réunions avec l'équipe pour donc bien poser qui on est, qu'est-ce qu'on fait, se présenter, se connaître. L'équipe de Marche Pro Santé a après recherché ces professionnels de santé volontaire qui étaient prêts donc à intervenir dans le programme d'ETP. Ils se sont réunis, ils ont formé des binômes, ils ont réfléchi sur leur thématique d'atelier. Ils ont fait plusieurs réunions. Ensuite, on s'est à nouveau réunis avec eux, mais là, on a fait des réunions en visio avec chaque binôme pour donc voir avec eux ce qu'ils avaient prévu, nos professionnels, les aidants, amenant des corrections ou pour mettre au point complètement le programme. Après, donc, il y a eu réalisation des documents, des différents supports, ceci avec l'aide de notre coordinateur administratif qui met au point tous les documents et qui a créé aussi des flyers pour la structure de façon à ce qu'ils puissent les dispatcher à leurs patients. Donc, rôle du pharmacien dans les ateliers d'ETP. Donc, ces diapos ont été préparés par Madame Faber, qui est la pharmacienne de l'équipe et qui s'excuse, elle n'a pas pu participer aujourd'hui et donc je vais parler à sa place. Rôle du pharmacien, donc les patients ont été sélectionnés par toute l'équipe de Marche Pro Santé, les secrétaires médicales, ils ont une infirmière IPA, une infirmière azalée, les pharmaciens. Ensuite, tous les profils ont été analysés par le pharmacien, qui a essayé de faire des groupes de patients à peu près homogènes. Et ils ont fonctionné sur 3 ateliers de 2 heures après le diagnostic éducatif qui a été fait le plus souvent par l'IPA, où la diététicienne, tous les gens sont formés, qui intervenaient étaient formés à l'éducation thérapeutique patient. Donc, dans le premier programme, ils avaient un atelier diabète, ma maladie, diabète, mon traitement et pied diabétique. Le deuxième programme, là, actuellement, ils ont inclus en plus un atelier Mon activité physique. Le deuxième programme est en train de se terminer et ils ont un groupe de patients qui va attaquer le 3e programme à la rentrée, fin septembre. Les ateliers sont rémunérés 50 € de l'heure. Donc voilà comment ça fonctionne. Et systématiquement, à la fin de chaque programme, quand il y a eu l'évaluation finale, donc soit la personne qui a fait le DE ou une autre, il y a après un débriefing en visio ou en présentiel avec l'équipe d'Étape Diably pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, comment on peut faire évoluer la collaboration.
Le pharmacien d'officine, bon, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais c'est une évidence qu'il a une place centrale dans le TP. C'est la proximité avec le patient, hein, c'est lui qui le voit le plus souvent. Le plus souvent en première ligne, ça a été déjà dit, hein, les conseils pour la maladie chronique, les problèmes d'observance thérapeutique et d'effets secondaires. Dans notre cas très particulier du diabète, l'utilisation des capteurs de glycémie, où souvent les gens ont le capteur et ne savent pas s'en servir, hein, on voit ça tous les jours. Donc la participation à un programme de TP pour le pharmacien, ça ne peut être qu'une valorisation de son implication, mais encore faut-il que ce soit reconnu et notamment financièrement. Là, actuellement, on est en train d'essayer de mettre en place au niveau de l'association Établi-Ablim une collaboration avec les pharmaciens. Donc, on a commencé à voir tous nos pharmaciens de quartier. On a fait une première réunion avec 5 pharmaciens intéressés qui vont participer à notre programme et 5 autres pharmaciens qui n'ont pas pu venir, mais qui sont intéressés aussi. Bon, c'est des pharmaciens autour de notre structure, car dans notre structure, on a notre programme qui tourne en permanence avec 3 à 5 ateliers par semaine. Qu'est-ce qu'on va proposer à ces pharmaciens? On va leur proposer, bien sûr, d'avoir une implication dans notre programme à plusieurs niveaux. Niveau de base, hein, c'est ce qui a déjà été dit, information du patient et distribution du flyer. Et bien sûr, on ne va pas, si le pharmacien est sensibilisé à l'ETP, que par l'intermédiaire de la plateforme Etna, il puisse aussi proposer les autres domaines d'éducation thérapeutique et pas seulement Établi-Ablim. On va proposer, parce que dans les équipes officinales, il y a quand même souvent des gens qui ont les 40 heures. Donc, on va proposer en fait le diagnostic éducatif à l'officine. Donc, soit l'utilisation de notre fiche diagnostic qui nous est ensuite envoyée scannée, soit le pharmacien aura directement aussi la possibilité de faire directement son inclusion et son diagnostic éducatif sur le logiciel ETP Pilote. S'il n'y a pas de diplômé, on a pensé à pouvoir faire par le pharmacien, s'il est vraiment motivé à travailler avec nous, ce qu'on n'a pas appelé un diagnostic éducatif, mais ça correspond un petit peu à la fiche dont Manon nous a parlé, mais un mini diagnostic éducatif dit d'inclusion du patient dans le programme, qui serait après donc repris en DE par les gens de notre structure. Et si les pharmaciens le souhaitent, niveau plus, participation aux ateliers du programme. Dans toutes nos collaborations avec les MSP, nous avons des pharmaciens qui sont partenaires et qui interviennent dans les programmes, seuls s'ils sont diplômés, en co-animation, pour des pharmaciens qui veulent s'investir mais qui ne sont pas diplômés. Bien sûr, dans le cadre de ce développement avec les pharmaciens d'officine, on amènera le même soutien logistique, la gestion administrative, l'accès sécurisé au logiciel ETP Pilote par les pharmaciens volontaires et les ateliers qui seront proposés aux patients. Donc, par le pharmacien, il a toute la liste de ce qu'on propose comme atelier dans notre structure. Les patients donc, viendront faire les ateliers dans la structure Établi-Ablim, vu que là, pour l'instant, on travaille vraiment avec nos pharmacies de proximité. Et je vous dis, on est actuellement à une dizaine d'officines intéressées par ce type de collaboration qui permettra, je pense, vraiment aux pharmaciens de s'impliquer. Et si, bien sûr, ils font un diagnostic éducatif, ils seront réglés comme nos autres partenaires au prix du diagnostic éducatif. Et on a envisagé pour ce qu'on appellera l'inclusion une rémunération qui ne sera pas au niveau du DE, mais qui sera moitié du DE pour le pharmacien, parce qu'il est hors de question qu'il fasse ça gratuitement. Voilà ce que je voulais vous dire sur donc, la collaboration de notre structure avec les pharmaciens d'officine. Actuellement, on intervient en permanence dans notre structure, dans 2 maisons de santé pluridisciplinaires, et depuis 3 ou 4 ans maintenant, avec l'association Limousin Sport Santé, où on vient proposer, en plus de l'activité physique adaptée, l'éducation thérapeutique aux gens qui ont bénéficié d'une prescription d'activité physique adaptée. Voilà, je vous remercie de votre écoute.
Merci Jean-Luc. On voit ici une expérience où la collaboration avec les pharmaciens est très étroite et elle est également valorisée au même titre que tous les autres éducateurs thérapeutiques du programme. On va donc passer sur les 10 dernières minutes à un temps d'échange en prenant vos questions. Donc je crois que Françoise et Catherine ont pu compiler les questions posées à l'écrit. Et si entre-temps vous avez des mains levées pour poser vos questions à l'oral, on prendra également. Il y a une question de Clara Hurel. En tant que profession médicale, les pharmaciens peuvent-ils être nommés comme référents de programme ETP, notamment en ambulatoire? Voilà, c'est la première question. Et la deuxième, comme ça vous répondrez en même temps, enfin différemment. En Auvergne-Rhône-Alpes, les CPTS ne peuvent pas porter de programme. Je réponds ou on attend? Je peux répondre. Oui, tout à fait, les pharmaciens peuvent être coordonnateurs de programme, il n'y a pas de souci dans les maisons de santé en ville. Il faut qu'il y ait un médecin qui soit dans le programme. C'est juste ça, mais qui n'est pas obligatoirement coordinateur. Après, les CPTS, oui, en effet, c'est ce que j'ai dit dans le webinaire. Elles peuvent tout à fait, si vous voulez, administrer, entre guillemets, un programme, mais pas être effectrice du programme. On ne fera pas de l'ETP dans la CPTS. Clara, coordinatrice sur le TEP Charente-Maritime Sud. Donc, effectivement, ce qui est sur les programmes, et notamment en ambulatoire, on a quand même une grosse difficulté d'avoir un médecin, un référent médical médecin. Est-ce que, voilà, on est quand même sur des professions médicales en tant que docteur en pharmacie. Est-ce qu'il y aurait la possibilité, malgré tout, que le programme soit porté par un pharmacien? Pour l'instant, dans les textes de loi, il faut qu'il y ait un médecin dans l'équipe. Après, il n'est pas obligatoire. Il faut qu'il soit présent, si vous voulez, mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé d'animer les ateliers. Oui. Vous voyez. Oui, mais malgré tout, c'est ça. Même le fait d'avoir une présence médicale dans l'équipe, c'est pas forcément, c'est un frein. Il y a plusieurs. Tout à fait d'accord. Oui, bloqués, c'est un frein. Alors là, pour le petit à petit, les médecins se forment à l'ETP en formation initiale dans les universités pour éviter ce genre de problème. On est tout à fait d'accord. Après, il faudrait peut-être alléger. Après, c'est peut-être alléger ce genre de disposition. C'est ce que Monsieur Philippe Marcoux disait. Peut-être proposer du coup d'autres formats pour que ce soit plus facile à réaliser, en l'occurrence à l'officine. Clairement, oui. Lors de derniers échanges que j'ai eus en ministère en 2019, sur l'année 2019, puisqu'il y a eu une réforme du texte en 2020, le groupe de travail composé des ARS, on a fait remonter un certain nombre de choses. Et dans ce qu'on avait fait remonter prioritairement, c'était d'arrêter d'avoir l'obligation d'avoir un médecin formé dans l'équipe. Voilà. De passer à un dispositif qui puisse être clairement géré par d'autres professions médicales, donc comme les pharmaciens, ou tout simplement par des professionnels de santé. Mais ça a été refusé parce que ça leur semblait être une modification trop importante d'un point de vue administratif du texte. Voilà. Ça leur semblait politique comme demande. Voilà. Merci. Oui. Il y avait une question qui redemandait si le pharmacien doit bien être formé pour pouvoir être impliqué en ETP, puisqu'on était vraiment sur ce sujet-là à l'instant. Et une autre question concernant un pharmacien qui est responsable d'un prestataire de santé à domicile, d'un PSAD. Est-ce qu'il peut construire et coordonner un programme ETP? Alors, pour la formation, peut-être que j'étais pas assez claire, mais à partir du moment où on n'anime pas un programme, on ne coordonne pas un programme, il n'y a pas besoin des 40 heures. Par contre, vous pouvez tout à fait orienter un patient sans les 40 heures au comptoir en ayant tout à fait la liste des programmes de votre région. Voilà, c'est deux choses différentes. Après, pour se former, il y a possibilité, si vous êtes plus dans un projet ETP, dans ce cas où vous voulez, avec d'autres professionnels, monter un programme ETP, votre ARS, si elle est d'accord pour cette initiative-là, peut vous aider à être formé. Et après, pour la question plus spécifique, je dirais que c'est peut-être Monsieur Marcoux qui serait plus à même de répondre.
Je pense pas que le fait qu'ils soient en PSAD, ça change quoi que ce soit au reste de la réglementation. Donc, a priori, oui. Avec les mêmes conditions que d'habitude, la formation, le médecin de l'équipe, etc. Je passe en attendant la parole à Isabelle Raymond. Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc, c'est vrai que le développement de l'éducation thérapeutique en officine n'est pas simple. Pour ma part, bon, j'ai un exercice hospitalier, mais je suis pharmacien de base et très, très investi en éducation thérapeutique pour avoir accompagné beaucoup de thèses sur justement le développement de l'éducation thérapeutique à l'officine. Il y a quand même quelques problématiques qui émergent, c'est-à-dire le temps aussi. Parce que les entretiens, si on veut accompagner un patient de façon optimale, ça prend beaucoup de temps, les entretiens sont longs. Alors, est-ce que je ne sais pas s'il est possible de faire des séances collectives pour très peu de patients à l'officine? Je sais qu'il y a certaines pharmacies qui le font. Euh, donc, Philippe, tu te souviens de la thèse d'Aurélie que nous avions accompagnée ensemble? Qui montrait justement toutes les officines qui pouvaient faire de l'éducation thérapeutique. Après, alors je vais poser une question peut-être un peu déplacée, hein, mais c'est aussi la rémunération. Parce que quand on passe du temps auprès d'un patient, pour l'accompagner, même auprès des proches, euh, c'est un temps que l'on ne peut pas comment dirais-je, exploiter différemment. Voilà. Après, ça a vraiment du sens hein, de développer ça en officine. Ça a vraiment, vraiment du sens. Après, ce qu'on avait aussi remarqué, c'est que les formations sont extrêmement différentes. Il y a des gens, les formations pendant les cours de pharmacie sont assez récentes. Il y a certains officinaux qui ne sont pas encore formés à l'éducation thérapeutique, qui peuvent faire des accompagnements, hein, c'est pas du tout le sujet, mais il y a quand même différentes problématiques qui sont, comment dirais-je, qui émergent, entre autres le temps, le financement, les formations. Voilà. Si on peut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est un avis parfaitement extérieur, hein. Non, mais je suis d'accord avec toi, Isabelle. La rémunération et la formation sont capitales et ne sont pas probablement complètement à la hauteur. Ouais. On peut donner la parole à Madame Larguet. Oui. Monsieur, pardon, je suis allée vite. Moi, j'ai plusieurs questions. Déjà, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi les CPTS ne peuvent pas porter ce type de programme, puisque ça part dans la prise en charge du patient sur les missions, je pense, 2. Pourquoi les ARS, donc, du coup, ne permettent pas ça? La seconde, quelle est la plus-value pour un pharmacien non rémunéré de partir sur ce type d'exercice, sachant qu'il a tout un tas d'autres entretiens rémunérés, certes, mais tout aussi chronophages et qu'est-ce qui ferait qu'on irait plus vers le TP que vers les autres? Et c'est tout. Déjà bien. Alors pour peut-être encore une fois la question du portage par une CPTS peut-être à Philippe et la question de la rémunération, on pourra peut-être les cumuler à la fin puisqu'il y a eu plusieurs questions là-dessus. Et vous verrez qu'il y a des modalités de rémunération différentes en fonction des politiques menées par chaque programme. Alors, par rapport au CPTS, l'éducation thérapeutique du patient est dans le Code de la santé publique et donc définie comme une activité de soins éducatifs. Mais donc, c'est une activité de soins et les CPTS ne sont pas autorisés à porter des activités de soins. Voilà. Donc, le cumul des deux textes fait que c'est le ministère qui a demandé aux ARS d'arrêter de faire porter des programmes au CPTS,
parce que on était tous partis sur cette logique-là et ça nous semblait complètement cohérent et logique, sauf que c'est pas cohérent et logique d'un point de vue strictement juridique. Voilà. Néanmoins, un certain nombre d'ARS ont demandé à ce que ça soit corrigé et que le texte soit modifié. Pour l'instant, on en est là. Ce qu'on peut peut-être dire, je me permets, Philippe, c'est que euh, administrativement, c'est plutôt donc à une MSP de porter un programme. Sur le plan du soutien logistique, les CPTS peuvent quand même apporter leur aide sur le financement de la formation des Alors, professionnels, sur l'aspect un petit peu organisationnel du programme, sur du temps dédié aux coordinateurs ou dans le cadre des alors, projets de santé en dans, ASPI. dans la mesure où on ne peut pas financer des soins éducatifs sur le fonds d'intervention régional pour une CPTS, elle ne peut pas donc porter l'autorisation ou plutôt maintenant la déclaration d'un programme et elle ne peut pas percevoir l'argent d'une activité de soins. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire et ce qu'on préconise en Nouvelle-Aquitaine, effectivement, c'est que le programme en lui-même et la partie éducative et le financement potentiel de l'ARS et la possibilité juridique de faire une déclaration de programme soit porté par une maison de santé pluridisciplinaire ou même un cabinet médical, mais que la CPTS, elle, puisse s'occuper de l'organisation, de soirées de sensibilisation des professionnels, de la communication, du recrutement, etc. Tous les à côté d'un programme de TP, et souvent les programmes de TP en ville, ils pêchent parce qu'il n'y a pas justement cette partie-là. Donc les CPTS peuvent organiser tout ce qu'il y a autour du programme pour fournir le programme en patient, améliorer le programme, améliorer les relations du réseau, etc., etc. Là, on retombe dans les compétences purement des CPTS. Et évidemment, si elles le souhaitent, les CPTS, sur leur budget prévention, peuvent aussi utiliser cet argent-là pour compléter l'argent que nous, on donnera sur la partie éducative du programme. Que ce soit les patients du médecin de la MSP qui peuvent être pris en charge par le TP. Ou est-ce que tout patient peut... Tout, tout patient peut être pris en charge, hein, parce que donc la MSP prend, bien sûr, il y a ces médecins, mais il y avait des patients qui étaient de cabinets médicaux aux alentours qui ont été pris en charge aussi dans ces groupes de TP. J'avais une question sur la rémunération des pharmaciens, avec des interrogations sur la rémunération des pharmaciens et des incompréhensions, puisque le pharmacien fait partie d'un programme, donc quelqu'un qui faisait la remarque sur le fait que bah, comme il faisait partie du programme, il était rémunéré par le programme, mais il y a certainement autre chose dessous. Après, puisque j'avais abordé le sujet, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Alors, j'ai fait que 2 ou 3 sessions et sur la reprise, en fait, théorique, mais qui n'a pas abouti, il était question d'une rémunération pour moi quand même parce que c'était pas logique que sur le précédent, il y ait rien, en fait. Mais c'est vrai que c'était un point un peu interrogatif. Nous, au niveau de nos programmes, quand les pharmaciens interviennent, ils sont rémunérés à la même hauteur et comme les autres intervenants. Il n'y a pas de raison, hein. Non, mais je découvre la chose en même temps que le webinaire, donc ça m'a appris quelque chose. Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques par rapport aux deux premières questions qui ont été posées, donc le pharmacien avec un programme sur l'observance et le pharmacien comme point d'entrée possible pour un programme? Le pharmacien, je vais reprendre, le pharmacien porte d'entrée des patients dans le programme, ça me paraît quelque chose de tout à fait évident. Dans le cadre des recrutements, vous savez tous que bon, les programmes, les faire, les mener, c'est quand même relativement simple. Ce qui nous pose le plus souvent des problèmes, c'est le recrutement de suffisamment de patients dans les programmes. Et le pharmacien est quand même aux premières loges pour recruter les patients, parce qu'on l'a dit et redit, il les connaît parfaitement bien, il connaît leurs besoins et il peut tout à fait il saura rapidement quels ateliers leur proposer. Donc, je pense que l'inclusion par le pharmacien dans le programme est quelque chose qui doit être valorisé. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre nouveau mode de travail avec les pharmaciens. Merci, Jean. Une autre type de question qui est regroupée dans les questions autour des pharmaciens, c'est quelqu'un qui a fait la remarque que les pharmaciens ne sont pas des professions médicales, mais des professions pharmaceutiques. Donc, il se posait la question sur le fait qu'ils soient inclus dans les professions médicales pour animer des programmes.
Effectivement, les médecins font partie des professions médicales pour l'animation des programmes, bien évidemment. Médecins, pharmaciens et autres professions médicales. Et il n'y a pas que les pharmaciens qui peuvent, enfin, que les professions médicales qui peuvent animer des programmes. Bien sûr que non, il faut simplement avoir les formations 40 heures et faire partie d'une équipe pluridisciplinaire. Est-ce que... Les textes de l'ETP, pour compléter ce que disent Catherine, et Oui, c'est un terme qui est pas anodin, parlent d'intervenants en ETP. oui. Donc, on parlera pas de formateur ni quoi que ce soit, et on est intervenant en ETP à partir du moment où on a eu les 40 heures en ETP. Donc, on voit que c'est quand même très largement ouvert, au-delà même des professions médicales et paramédicales. Avez-vous, en plus des professionnels de santé, intégré aux ateliers des patients partenaires ou formateurs? Dans Merci vos beaucoup. expériences à vous Mm. de terrain. Alors, moi, je peux, du coup, c'est ce que j'ai évoqué. Nous, on a une patiente ressource qui intervient et qui est là sur chacun des ateliers. Elle est là à toutes les réunions de préparation, toutes les réunions euh, finalement, d'évaluation de notre programme, etc. Donc, elle est très impliquée, mais elle est formée, elle, aux 40 heures en ETP pour le faire. Je dirais qu'on a la même. Oui, je crois. Alors, les patients partenaires peuvent intervenir de plusieurs façons. Et d'ailleurs, on avait fait des fiches sur Aetna qui regroupent donc, toutes les façons dont peuvent intervenir les patients partenaires. Ensuite, il y a une question sur les programmes numériques. Est-ce qu'on peut faire un programme entièrement numérique, où il y a des exemples d'ailleurs sur le territoire avec des programmes qui sont faits entièrement en numérique, s'ils correspondent. Je vais apporter un bémol quand même, néanmoins. Effectivement, il y a un programme surpoids obésité, mais qui est un programme spécifique qui a été voulu par l'ARS, d'accord? Et il y a quelques programmes qui peuvent intervenir dans le cadre des maladies rares, à ma connaissance, où il y a quelques programmes nationaux, d'accord? Mais si vous voulez émarger sur un financement de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, on ne finance pas des programmes entièrement numériques, d'accord? Pas en routine, sur des projets exceptionnels, mais pas en routine. Voilà. Par contre, on finance en routine, si je puis dire, des séances numériques à l'intérieur de programmes présentiels, en considérant que ça peut apporter un plus pour les patients, pour le confort des patients, et aussi apporter d'autres outils qu'on va appeler asynchrones. Voilà. Mais des programmes entièrement numériques, pour l'instant, c'est pas dans la doctrine commune à tout le monde de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Si je peux me permettre, Philippe, en complément, nous, on intègre un peu le numérique, mais uniquement pour, en fait, faire de la visioconférence qui est couplée aux ateliers, notamment pour pouvoir faire des ateliers avec un animateur dans chaque site, sur plusieurs sites, et être en même temps en visio entre les deux sites. Et ça nous rend beaucoup service aussi dans le cadre des ateliers, dans le cadre du diabète gestationnel et du post-gestationnel, ou pour avoir une présence importante des mères où elles ont quand même plein de soucis avec il y a le petit, il faut s'occuper du petit et tout. Elles ont souvent tendance à pas venir aux ateliers, donc on a fait le choix de faire les ateliers à la fois en présentiel et en visioconférence, mais c'est pas vraiment du numérique, c'est simplement de la visio associée à l'ETP en présentiel. Alors, il y a tout un vocabulaire, effectivement, de séances synchrones, donc de visio, de séances asynchrones, c'est-à-dire d'outils numériques qui peuvent se faire découpler de la présence des gens, etc. Nous, pour l'instant, on laisse une forme de liberté d'organisation et d'ajout d'outils numériques ou de visio, Jean-Luc, comme vous le faites. Il y a vraiment plein d'endroits où il y a plein de moments où ça peut être un plus vraiment pour le patient, pour l'organisation. Et je rajoute que, par exemple, ça peut être, à mon avis, un plus essentiel pour l'intégration de patients experts, de patients ressources, de témoignages associatifs, etc., puisque ça permettrait aux patients experts qui interviennent donc comme intervenants dans le programme, seuls ou en binôme, de pouvoir intervenir de chez eux sans avoir la fatigue, le déplacement, etc., en sachant qu'en plus, on a aussi un problème de financement. Donc, c'est plus simple quand même d'intervenir en visio que de se déplacer. Voilà.
Donc, c'est aussi une des pistes qui nous semble extrêmement intéressante en utilisation de la visio ou du numérique en général. On a posé la question, on peut travailler avec une autre maison de santé que celle à laquelle on est affilié. Est-ce qu'on peut travailler avec une autre maison de santé? Oui, sur le papier, moi, on m'avait dit que oui, hein. C'est pour ça que logiquement, je pouvais basculer d'une maison de santé à l'autre, que je fais partie de la première maison de santé. Et après, bah, la deuxième, on pouvait en fait, c'est comme tout professionnel libéral. Moi, il y avait des intervenants de d'autres maisons de santé. Il y avait des kinés qui venaient de, mettons, 10-20 kilomètres. L'ostéo venait de l'autre côté. Et en fait, c'était un regroupement des bonnes volontés. Je donne la parole à Monsieur Chapeau. Ça va être très court. Euh, D'abord, j'ai une remarque. C'est que peu importe l'origine des gens qui interviennent, ils interviennent ès-qualité. Et que donc, ce qui compte, c'est essentiellement la relation qu'il y a entre le patient et la personne qui intervient, je pense. Voilà. Ceci dit, j'ai une question parce que ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la valeur ajoutée que peuvent avoir les pharmaciens d'officine dans l'affaire. Or, il se trouve que quand on regarde comment se déroulent les programmes d'éducation thérapeutique, l'observance n'est pas le domaine le mieux traité. Et je trouve, c'est ma position, que le pharmacien a un rôle particulier par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en avant, ça? On sait que, et je termine là, on sait que l'observance, c'est pas exactement la chose la plus respectée dans le suivi des maladies chroniques. C'est d'ailleurs, je trouve, moi, le symptôme numéro 1. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un rôle particulier à jouer pour les pharmaciens dans cette affaire-là en matière d'observance? Bah, je pense qu'on est tous d'accord, hein, c'est notre rôle, c'est notre rôle. D'ailleurs, il y a le dossier pharmaceutique qui permet aux pharmaciens de voir si le patient revient à l'officine assez régulièrement s'il ne change pas de pharmacie, mais même avec le dossier pharmaceutique, on peut voir s'il a changé de pharmacie, si la pharmacie là. Donc on a déjà le rythme à laquelle, mais ce qui ne veut pas dire qu'il le prend, hein. Il peut stocker aussi son médicament à la maison. Après, il a tout à fait ce rôle de toute façon pour ensuite orienter soit à faire de l'éducation au comptoir, mais c'est un peu compliqué, changement de comportement simplement comme ça, sans un environnement comme l'ETP peut le donner, hein. Donc après, il peut l'orienter bien sûr sur des programmes ateliers médicaments avec toujours, il y a une partie, hein, dans les ateliers médicaments sur l'observance, surtout sur des thérapeutiques qui sont compliquées à prendre, comme le disait Monsieur Pelven, à savoir que c'est vrai que pour les antiparkinsoniens, c'est très complexe et on leur donne plein de techniques avec des bips, des programmations, avec les téléphones. Maintenant, il y a la technologie qui a bien progressé là-dessus pour aider ces patients à être observés. Je passe la parole à Madame Durand. Oui, bonjour. Déjà, merci de votre présentation qui était extrêmement intéressante et très claire. Ma question, en fait, revient à ce qui a été dit plus particulièrement au début, et je vous remercie, Madame Perrault, de l'avoir énoncé tout à l'heure, mais peut-être n'ai-je pas été très précise dans ma question, qui concerne en fait la coordination. Et donc, ma question, c'était effectivement pour dispenser le TP, il faut avoir une formation de 40 heures minimum, mais pour la coordonner, ne faut-il pas une formation complémentaire? Et comme il était évoqué, cette dispensation animation et que vous avez parlé en même temps de la coordination en parlant des 40 heures, voilà, je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame ou alors je n'ai peut-être pas tout bien saisi. Normalement, ce n'est pas une obligation, c'est conseillé. Voilà, parce que si ça fait longtemps qu'on a fait ces 40 heures, on a oublié sûrement certaines, je dirais, données administratives ou voilà. Après, on peut tout à fait, avec les 40 heures, coordonner un programme. Ce qui veut dire, Madame Demiot, c'est que dans l'équipe pluridisciplinaire qui doit être composée d'un médecin et Oui. donc d'un coordinateur, ce coordinateur n'a pas obligatoirement de formation complémentaire au-delà des 40 heures. Non, s'ils se sentent à l'aise. Non. Ok, je pensais que c'était une obligation imposée Non, par ce n'est pas une l'ARS. obligation, c'est conseillé. Mais ce n'est pas une obligation. Ok, et ça, c'est en fait, moi, je dépends de la région Centre-Val de Loire. D'accord. D'accord, et c'est pas par région, c'est national.
Voilà, après, il se peut que, par exemple, votre ARS, ils veulent que, voilà, ils vont vous conseiller fortement. Et voilà, mais normalement, dans les textes, non, je ne pense pas. Après, M. Marcoux peut compléter, mais je ne pense pas que ce soit une obligation. Pour Oui, moi, les 40 heures suffisent à coordonner ensuite un programme si on le souhaite. tout à fait, tout à fait. On Voilà, on n'a n'est pas pas. obligé en plus. Je pense que les formations coordination ont été plutôt mises en place pour les gens qui avaient besoin de se remettre à la page et voilà, et se rassurer. Voilà. D'accord, bah, Alors, écoute. on a décidé en Nouvelle-Aquitaine de ne pas imposer une formation de 40 heures de coordonnateur, parce que ça voulait dire que pour des nouveaux programmes ou des nouveaux professionnels, en particulier pour les professions médicales, il fallait avoir 40 heures de formation pour intervenir dans le programme et 40 heures de coordination. D'accord? C'était une lecture du texte qui a été fait par certaines ARS et qui a été fait par le ministère, mais longtemps après qu'on l'aurait demandé. Donc, entre-temps, la plupart des ARS ont fait comme nous et ont fait quelque chose de moins compliqué pour pas casser la dynamique de l'éducation thérapeutique. Voilà. Donc, chez nous, à partir du moment où vous avez les 40 heures en intervenant, vous pouvez coordonner. On va simplement vous conseiller éventuellement de passer une formation complémentaire de coordination qui peut être utile, mais qui n'est pas obligatoire. Voilà. D'accord, merci Monsieur Marcoux pour ces précisions Il qui y a une de fait. annexe, il y a une annexe qui s'appelle exigence de formation, qui est sur le site de l'ARS, qu'il faut lire avec oui, non, et c'est une forme d'arborescence, mais qui explique tout ça très clairement. D'accord. Voilà, après, ça peut être effectivement une directive régionale. Alors, c'est une directive régionale, mais qui a été reprise par beaucoup d'autres régions. Néanmoins, c'est pas homogène parce que le texte était pas clair. D'accord, Voilà. très bien, merci beaucoup de ces précisions. Et enfin, la dernière question très rapide de Monsieur Larguet. Je remets le son. Une équipe qui doit être formée à 40 heures, idéalement, elle est composée de combien de personnes? Comment se passe la prise en charge du patient dans l'absolu? Est-ce qu'on le voit chacun à tour de rôle ou c'est selon l'élément perçu par la personne qui inclut le patient? Enfin, comment ça se passe concrètement? Sachant qu'en plus, il faut se former, est-ce qu'on peut se former tous en même temps ou est-ce que selon les professions, ce n'est pas les mêmes formations? Propose à Claire de répondre. Bah, alors là, c'est si vous êtes dans l'idée de monter un programme via une UCP, via une maison de santé, ou que vous demandez au docteur Bugeaud de venir dans votre maison de santé pour monter votre programme, par exemple diabète du type 2 ou polypathie, etc. Bah là, en fait, l'idée, c'est de trouver déjà des collègues, enfin des professionnels de santé, mais pas que de votre discipline. C'est pluridisciplinaire, le TP. Si vous avez une pathologie comme le diabète, il est très important d'avoir aussi une infirmière qui, elle, va avoir plus l'habitude, je dirais, des gestes techniques par rapport à l'insuline, aux piqûres ou aux dispositifs. Et puis, par exemple, une podologue pour tout ce qui est pied diabétique, entretien, et puis voilà, pour éviter un pied diabétique, quoi. Donc, ou kiné même. Donc, en fait, il faut essayer de se constituer une équipe pluridisciplinaire, et c'est pour ça que les maisons de santé sont assez simples. Il y a le terreau pour la pluridisciplinarité. Et ensuite, bah, en fonction des intervenants qui sont d'accord pour faire partie de ce programme, bah, il y en aura qui sont peut-être déjà formés, d'autres qui se formeront et après ils peuvent demander si l'ARS est d'accord pour que ce programme s'implante dans cette maison de santé, peut aussi aider à la formation. Parfait. Eh bien, écoutez, on a largement dépassé le temps prévu pour ce webinaire, mais il y a eu énormément de questions, ce qui dénote un fort intérêt pour le sujet. Je répète que nous rendrons accessible un mini-site dédié à ce webinaire où vous retrouverez le replay, la présentation des différents intervenants, ainsi que différentes ressources utiles pour bah, la place du pharmacien en ETP. Concernant la plateforme Etna, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Il y a régulièrement des webinaires sur différents thèmes qui sont organisés. Vous retrouverez également toutes ces informations-là sur notre site et notre chaîne YouTube. Enfin, si vous souhaitez continuer à avoir des informations, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et vous inscrire à notre newsletter. Toutes les infos sur notre site internet. Je remercie grandement tous les intervenants et pour la qualité de vos présentations, leur clarté.
ainsi que tous les spectateurs pour leur attention et leurs questions. Merci à tous et à bientôt pour de prochains échanges. Au revoir.